bonjour, c'est mercredi, nous sommes toujours dans la semaine spéciale Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors pour notre rubrique C'est Sport, je vous propose ce petit reportage sur le Tchapkagou, notre Aka ici, mais de Nouvelle-Calédonie. Donc on en parle avec le président du CTOS, donc Michel Quintin, dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique La science et nous, nous parlerons de la mission biodiversité, la planète révisitée. Donc des scientifiques sont allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous vous en parlerons donc avec Maralure dans notre rubrique La science et nous. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, on fera un petit point sur les documentaires qui ont été filmés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et nous ferons un point également sur le combat de West Papua. Et ensuite, toujours pour ce mercredi, il y aura une chronique également, c'est bien de chez nous, où nous vous proposerons donc des reportages sur le tressage, sur la fabrication de bijoux, de paniers, donc présentés par Camille Monnier. Et enfin, toujours pour ce mercredi, nous vous proposerons dans notre rubrique Grandeur Nature un petit tour au parc zoologique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on en parle toujours avec Camille Monnier. Pour l'heure, donc avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors, on est toujours dans notre spécial Papouasie-Nouvelle-Guinée et aujourd'hui, je reçois Michael Forest, président de la réunion des hauts fonctionnaires du groupe mélanésien Fer de Lance, mais il fait partie aussi de la cellule des relations extérieures du FLNKS. Donc, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Alice. Alors on est là pour parler du groupe mélanésien Fer de Lance. Alors pour rappeler à nos chers téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas encore qu'est-ce que le groupe mélanésien Fer de Lance. Donc on sait que c'est un groupe qui regroupe des pays du Pacifique, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, le Fidji et justement le FLNKS, qui fait partie de la Nouvelle-Calédonie. Alors rappelez un peu l'historique de ce groupe. L'historique du Fer de Lance, c'est clairement un soutien des pays mélanésiens à la cause indépendantiste kanak, puisqu'il a été créé en mars 88. Donc un mois justement avant l'attaque de la gendarmerie de Fayaoui. C'est un bon indicateur pour marquer le soutien de ces pays-là à notre combat, même s'il avait débuté bien avant, puisqu'il était également présent par exemple lors du vote de décembre 86. Pour réinscrire le pays sur la liste des pays déclosés de l'ONU. Et donc voilà, aujourd'hui, 25 ans après, le groupe s'est développé, s'est structuré, avec par exemple en 2008 la création d'un secrétariat qui nous permet aujourd'hui de nous appuyer sur une trentaine de techniciens dirigés par un directeur général, avec plusieurs divisions, justement, développement économique, mais aussi social, commerce, investissement, politique et environnemental. Alors justement, ce groupe, les objectifs ont pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui et donc a beaucoup évolué aujourd'hui. C'est quoi les enjeux du groupe mélanésien Fer de Lance, que ce soit politique, économique? Peut-être l'enjeu principal, c'est de structurer justement les politiques au sein des pays mélanésiens pour affirmer l'assise déjà dans la région Pacifique, mais aussi sur différents espaces décisionnels au niveau de la planète, puisque effectivement, par exemple, les ambassades des pays du Fer de Lance apportent aussi un soutien considérable au FLNKS sur New York, à l'ONU par exemple, mais aussi sur d'autres secteurs. Par exemple, cette année, on a notre technicien environnement qui a pu participer à une réunion en Pologne, sous l'égide des Nations Unies, justement, toujours à travers les espaces disponibles au niveau des pays du Fer de Lance. Alors justement, puisqu'on est dans la semaine Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a eu une réunion il y a quelque temps justement du groupe mélanésien Fer de Lance à Port Moresby. Alors quel a été l'ordre du jour? Quelles ont été les discussions et les propositions et les décisions? En fait, il y a eu plusieurs séquences sur 15 jours, avec notamment un atelier pour les investisseurs privés. Il y avait la réunion des officiels de l'économie et du commerce du groupe du Fer de Lance mélanésien. Il y avait également la réunion ministérielle des ministres du commerce des pays mélanésiens, mais aussi une foire commerciale. C'était la deuxième foire commerciale après la première foire de
août 2013 à Nandi. Donc effectivement, c'est des espaces qui nous permettent justement de pouvoir échanger et affirmer justement le cadre de travail dans ces secteurs-là qui sont des secteurs porteurs pour l'avenir, et il est de la responsabilité des pays mélanésiens de pouvoir s'organiser sur ces espaces stratégiques pour, par exemple, développer l'import-export sur la Papouasie, sur le Vanuatu, qui existe déjà, mais qui peuvent être largement développés dans les perspectives futures. C'est un peu le sens aussi où on a ouvert depuis l'année dernière ces espaces-là à d'autres partenaires locaux. Je prends l'exemple de la SODIL, la Sofinor, la DECAL, mais également la FINC qui s'est beaucoup associée avec nous pour ce dernier déplacement. Et je pense que si un premier bilan a été tiré, il est plutôt positif, aussi bien au niveau politique qu'au niveau technique. Alors justement, vous avez mentionné le port-export. Qu'en est-il aujourd'hui des accords commerciaux? Donc, parce que voilà, les dirigeants justement se rencontrent au sein du groupe Mélanésia Fer de Lance, ce qui favorise justement des échanges commerciaux entre ces pays-là. Oui, effectivement, il y a l'accord commercial qui existe depuis 1992. Peut-être rappeler que cet accord-là, comme les autres textes de référence du groupe, c'est bien à l'initiative des leaders mélanésiens. Donc l'accord de 92, il a fait l'objet d'un premier amendement en 96, et actuellement, depuis 2009, il y a des consultations qui sont en cours, qui sont un petit peu difficiles de par le fait que, par exemple, on ne peut pas comparer le PIB de la Papouasie à celui des îles Salomon, par exemple. Donc il y a toujours des équilibres qui sont en train d'être recherchés à travers la consultation pour effectivement aboutir à un consensus. Parce que, à l'image de la collégialité au niveau du gouvernement local, au niveau du Fer de Lance, toutes les décisions sont prises au consensus. Alors, par exemple, vous parlez de déséquilibre tout à l'heure. La Nouvelle-Calédonie est un pays assez développé. Est-ce que, justement, vous parlez également des rencontres qui ont eu lieu avec la FINC, justement, puisque tout à l'heure, on parle d'économie. Alors, est-ce que la Nouvelle-Calédonie, justement, peut être un exemple dans le partage avec les pays du Pacifique, ou les pays qui font partie, justement, du groupe Mélanésia Fer de Lance? Bien sûr, mais de par le fait que c'est d'abord le mouvement de libération nationale kanak qui est d'abord membre de cette organisation-là, compte tenu qu'on est actuellement dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, et qui est rentré aussi dans la feuille de route qui avait été tracée par le président Tutu Goro le 19 juin 2013, à l'occasion de son discours d'investiture. On travaille actuellement pour justement associer l'ensemble des acteurs locaux dans n'importe quel secteur qui sont intéressés par les activités de groupe, mais de pouvoir s'inscrire justement dans cette dynamique-là d'organisation, de structuration au niveau des pays mélanésiens. Alors justement, parce que les autres pays sont indépendants, est-ce que le FLNKS aujourd'hui est assez représentatif au sein du groupe mélánésien Fer de Lance, et justement ne pas adhérer justement les autres partis ou carrément la Nouvelle-Calédonie au sein du groupe mélánésien Fer de Lance? Je ne sais pas, mais l'indicateur le plus pertinent, c'est justement cette présidence qu'on assume depuis juin 2013 jusqu'à l'année prochaine. C'est des mandats de 2 ans. Il n'y a pas d'autre exemple. Je pense que le fait de nous laisser l'exécutif de ce groupe-là, c'est encore une marque de confiance considérable des pays mélanésiens à l'égard du FLNKS. Et encore une fois, c'est très important pour nous, puisqu'on est dans la dernière mandature de l'accord. Et le référendum de 2018, il faut le préparer, il faut travailler pour... Alors, quels sont les projets, les autres réunions qui attendent justement le groupe mélánésien Fer de Lance? Et je sais que la formation des cadres kanak ou des cadres des jeunes du Pacifique est aussi un sujet que vous abordez au sein du groupe mélánésien Fer de Lance. Les projets ils sont transversaux. Je prends peut-être 2 ou 3 exemples. On a commencé depuis l'année dernière. Les travaux sont poursuivis cette année sur la création d'un fonds d'investissement au niveau des pays mélanésiens. C'est un sujet qui a été débattu encore rapport Maurice B il y a 15 jours, et les travaux avancent bien. Il y a aussi par exemple la mise en œuvre concrète de l'académie de police régionale, toujours sous l'égide du Fer de Lance. Donc c'est une structure qui est actuellement créée au niveau administratif. Il y a un agent qui est affecté sur le dossier au niveau du secrétariat à Port-Vila,
les choses aussi avancent convenablement. Peut-être pour finir, à l'occasion du Festival des Arts, qui est aussi votre sujet au mois de juin dernier, Effectivement. le secrétariat a signé une convention avec le gouvernement papou pour justement cadrer une aide financière du gouvernement papou à la cellule FLNKS à Port-Vila, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi une série de mesures que le gouvernement papou met à notre disposition, nous, FLNKS, sur par exemple la formation, les bourses, l'accueil de stagiaires dans les services publics papou, mais aussi l'appui diplomatique à notre égard au niveau des Nations Unies. Et donc voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours à plusieurs niveaux. Mais déjà, notre responsabilité, c'est de pouvoir assumer l'exécutif jusqu'au prochain sommet. D'accord. Alors, pour terminer, un petit mot sur, puisque vous parlez du gouvernement papou, un petit mot sur Ouest Papua. Quel est le point de vue du groupe mélanésien Fer de Lance sur la situation qu'il y a là-bas? Au niveau de Ouest Papua, donc on avait fait l'objet d'une saisine officielle de la coalition pour la libération de Ouest Papua. Je salue à cet égard la mémoire du docteur Otto, qui est aujourd'hui décédé. Donc nous, on les avait invités officiellement pour la première fois au sommet de juin 2013, ce qui avait permis de déboucher sur une mission ministérielle en date de janvier 2014. Les recommandations de cette mission-là ont été soumises aux leaders lors du sommet spécial de juin, justement. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a eu une quinzaine de jours, sous l'égide du gouvernement de Vanuatu, a eu lieu la première rencontre officielle de l'ensemble des fractions, que ce soit les différents mouvements, les fronts d'Europe, d'États-Unis, mais aussi du Pacifique, se sont rencontrés à Port-Vila pour justement créer une seule entité, de manière à mieux organiser le soutien politique du groupe du Fer de Lance à Ouest Papua. Et cette rencontre-là a été une réussite puisqu'une déclaration commune a été signée justement sous l'égide du gouvernement de M. Natouman. D'accord. Voilà, c'est sur ce sujet que s'achève cet entretien. Donc, Michael Forest, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Elise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, c'est l'agenda du pays, donc avec toi comme d'habitude. Et puis là, on est toujours dans la semaine spéciale Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, c'est ça, Elise. Bonjour à toi et bonjour à tous. Toujours dans la semaine Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et aujourd'hui, j'avais décidé de vous emmener à Port Moresby. Donc, direction Port Moresby, la capitale, on va s'intéresser au Ella Craft Market, en français, donc le marché artisanal d'Ella. Donc voilà, petite particularité de ce marché, il se tient dans une ancienne école primaire sur une plage. Donc voilà, il a lieu tous les derniers samedis de chaque mois, de 7h30 à 12h30. Et bien, c'est le rendez-vous incontournable de la capitale. Tout le monde y va, les touristes comme les habitants du coin, tout le monde va faire ses courses là-bas. Il faut savoir aussi, il faut le dire, que vous pourrez trouver des objets de grande valeur, mais à des petits prix comparé à certains autres points de vente d'art du coin. Donc si vous voulez vraiment acquérir des jolies pièces, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc du coup, en plus de faire de belles rencontres, on peut aussi faire de bonnes affaires. Donc ça vaut le coup d'y aller. Hein. Mais dis-moi Davina, hier tu nous disais qu'il y avait beaucoup de festivals organisés en Papouasie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc est-ce que justement dans sa capitale, il y a un festival organisé? Oui, effectivement Elise, il y a le Iri Moal Festival. Donc Iri, ça désigne les voyages d'échange que faisaient les Motus. Donc les Motus, c'est le nom qu'on donnait au peuple papou. Voilà, ils faisaient ces fameux voyages d'échange à bord des Lakatoy, donc ce sont des voiliers traditionnels de là-bas. Donc voilà, ces échanges sont mis à l'honneur lors de ce festival, parce qu'il faut le dire, c'est grâce aussi à ces fameux échanges que la Papouasie est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce festival a lieu du 15 au 17 septembre pour fêter en même temps, petit clin d'œil, l'indépendance du pays. Il y a notamment proposé durant ce temps de festival des danses traditionnelles et puis des chants traditionnels aussi. Il y aura même un concours de Miss Moal qui est organisé durant ces journées. Cette année, ce sera la 18e édition de ce festival. Encore plus de monde attendu, c'est l'un des plus grands et des plus beaux festivals organisés sur ce pays. Voilà. En tout cas, voilà, ça donne envie d'assister et puis qui sait un jour
qu'on ira faire un tour. Mais oui, Davina? on ira. Oui, c'est juste à côté. Enfin, faut prendre l'avion quand même, mais bon, c'est pas loin, c'est dans le Pacifique. Enfin, en attendant, on revient chez nous, on reste chez nous. Donc, pour la suite de l'agenda, alors où est-ce qu'on va? On va faire un petit rappel à l'ensemble de la population parce qu'il y a eu des transgressions de l'interdiction d'accès à l'îlot Goéland. Donc on avait demandé à ce que personne n'y aille jusqu'au 31 mars 2015 pour permettre justement aux goélands, les sternes de Dougal, là, de pouvoir se reproduire. Voilà, donc, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui y sont allées. Je vous le rappelle, c'est quand même un site de reproduction. Il y a 2000 couples qui viennent ici chaque année. C'est l'un des plus gros sites de reproduction pour le pays, pour ces oiseaux. Donc, s'il vous plaît, attendez, vous avez jusqu'au 31 mars à tenir. Ensuite, vous pourrez continuer à venir occuper ces espaces. Surtout qu'il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits pour pouvoir aller faire du surf, etc., des sorties en famille. Il y a l'îlot Sainte-Marie, il y a... Voilà. Beaucoup d'endroits où on peut justement passer une journée, donc après avoir passé, donc aller en bateau. Hein, voilà, en famille, etc. Là, il faut juste éviter jusqu'au 31 mars d'aller là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on le répète, c'est valable pour tout le monde. Et arrêtons d'aller dans cet îlot. Voilà, pour la suite de cet agenda, on va à la fois. Oui, alors on va parler, Élise, de l'association Les Arbouges en partenariat avec une autre association. Donc, Il était une fois un jardin, qui propose de venir découvrir Artena, la première exposition de Land Art. Alors, on va rappeler à nos chers téléspectateurs ce que c'est que le land art. Alors, le land art, en fait, c'est le fait d'utiliser le milieu naturel pour en faire des objets d'art. Donc voilà, et dans certains cas, la nature sera exploitée jusqu'à la biodégradation pour en faire des objets d'art. Et justement, voilà, il y en a une qui est visible du côté de la Foix, je vous le disais, jusqu'au 15 février 2015, du côté des jardins de Méharé, uniquement les week-ends et sur rendez-vous. Il faut savoir qu'il faut être un groupe de au minimum 5 personnes pour pouvoir bénéficier d'une visite. Donc voilà, l'occasion aussi d'aller voir le travail de ces artistes et puis qui ont travaillé, il faut le dire, il faut le souligner, en partenariat avec les internats de la Foix, donc les enfants aussi ont participé. Et puis la nature a fait aussi son œuvre, voilà, allez voir. Ok, et pour finir, on fait donc un appel au bénévolat. Oui, Élise, alors l'appel est lancé par l'Association calédonienne des handicapés. Ils ont besoin de main pour les aider parce qu'à l'heure actuelle, je te le disais la dernière fois, l'année dernière, ils sont que 6 personnes pour encadrer quand même 40 personnes handicapées, c'est énorme. Donc si vous entendez ce message que vous avez du temps de libre à donner, pourquoi pas à ces personnes handicapées. En tout cas, vous pouvez appeler Françoise, elle pourra vous donner des renseignements. Elle est joignable au 27 60 65. Voilà, avis à nos amis calédoniens, je sais qu'ils sont très volontaires pour ce genre d'opération. Voilà, merci Davina. Et puis il y a un proverbe qui dit « On prend du temps pour aider les autres, on s'aide aussi soi-même ». Merci Davina, c'est sur cette phrase qu'on se quitte et puis on se retrouve demain. Oui, à demain Élise. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport et on reçoit l'invité, donc Michel Quintin, pour nous parler du Tchap Kagou. Alors, je reçois de nouveau donc, Michel Quintin, donc le directeur plutôt du CTOS. Donc, pour introduire cet entretien, les Jeux du Pacifique arrivent à grands pas. On se souvient du Fehoa Kagou qui a marqué les esprits calédoniens, notamment avec son Kagou. Je ne sais pas le faire. Peut-être que l'Axe, justement, pourrait être invité pour le faire. Donc, il est devenu un cri utilisé par les différentes sélections avant les matchs. Alors, sur quelles valeurs ont été créées le Fehoa Kagou, ou vous appelez communément le Tchap Kagou, c'est ça? Voilà, nous on l'appelle plus le Tchap Kagou. Après, il y a deux choses. Il y a le cri de ralliement qui est Kagou ou Kagou ou. On peut avoir la version même Kagounet net. Kagounet net net. D'accord. Ça, c'est la version féminine. Non, après, le Tchap, il a été créé pour les Jeux de 2011 parce que c'est vrai qu'au lendemain des mini-jeux de Cook, on s'est retrouvé un petit peu, donc on continue à travailler sur la délégation, les couleurs de la délégation, le gris et rouge pour le Kagou, et le logo, et on s'est dit il manque quelque chose, il manque une identité culturelle à notre délégation. Et donc le travail est parti de là, donc on a recruté Lax Wedgem et on lui a demandé justement de préparer quelque chose, et voilà, quelque chose qui représente bien la Calédonie multiculturelle. Alors, quelle est la langue utilisée? Qu'est-ce que cela signifie?
Alors la langue utilisée, ça c'est l'axe, donc c'est du lifou. Ouais, Jehu, oui. Donc, et puis voilà, c'est des cris de ralliement donc, voilà, que l'axe nous a proposé. Après, il évolue un petit peu justement parce que le chap de 2011 donc, a été un petit peu modifié là, et modifié pour les Jeux de 2015 avec une version, on va dire, plus courte qui nous est imposée parce qu'on va surtout le mettre en avant pendant le défilé de la cérémonie d'ouverture et donc on a un temps limité pour le faire. D'accord. C'est l'axe WGM qui a cherché justement toute la mise en scène ou vous l'avez aidé? Est-ce qu'il y a un groupe qui a travaillé sur ça exactement? Non, il a proposé quelque chose. Après, il y a eu des ajustements. On a travaillé ça aussi avec la commission des athlètes du CTOS, donc, qui est très, très active. Et donc, les athlètes ont donné voilà, leur sentiment dessus. Il y a eu des petits ajustements, tout. Et puis après, voilà, il a fallu que tout le monde l'intègre. Donc, on avait fait pour les Jeux de 2011. Et là, le travail va recommencer cette année. Donc, l'Axe faisait la tournée de toutes les disciplines, aller faire des répétitions dans toutes les disciplines. Et on avait fait des répétitions générales avant les Jeux au stade de Magenta pour être parfait le jour J. Alors, on voit justement cette volonté de vouloir affirmer donc un signe identitaire dans le sport. Donc, on sait qu'en Calédonie, beaucoup d'ethnies, pas seulement, on va dire, des Kanaks, beaucoup d'ethnies des Océaniens. Alors, justement, comment arriver à trouver quelque chose pour satisfaire tout le monde? C'est ce qui a été fait, hein. Donc l'Axe a travaillé dessus et justement il a mis un petit peu des provenances diverses au niveau culturel, il a mis des éléments justement et qui fait que tout le monde s'y est retrouvé et ça a bien fonctionné sur les Jeux de 2011, tout le monde vraiment s'est approprié, tous les athlètes se connaissaient par cœur et même on va dire l'encadrement connaissaient par cœur le chap qui durait pas loin d'1 minute. Donc là après on sait que tout le monde ne sait pas danser le chap, comment on dirait justement? Combien de temps ont duré les répétitions? On a mis en avant ceux qui le maîtrisaient le mieux pour la cérémonie. Mais le but, c'est de faire participer tout le monde. Voilà, aussi. Tout le monde a participé, tout le monde se l'est approprié. Et voilà, c'est pas non plus très, très compliqué. Il y a beaucoup de rythme et l'Axe en chef d'orchestre a été parfait pour ça. Et donc, pour 2015, c'est le même genre, mais modifié, c'est-à-dire modifié? Il a été raccourci parce que voilà, on nous impose dans la charte des Jeux justement de ne pas utiliser plus de 30 secondes devant la tribune officielle parce qu'on a le droit de s'arrêter devant la tribune officielle et de présenter quelque chose. Donc on essaie de respecter au maximum la charte des Jeux. Donc comme on était à la maison, on avait un petit peu, un peu exagéré pour 2011, mais là on va revenir à Est-ce qu'il y a d'autres idées qui ont été justement soulevées par des athlètes du pays? Il y a sans doute d'autres idées, mais on a essayé de faire un concentré et puis que l'Axe a synthétisé un petit peu toutes les idées qui sont venues de la part des athlètes surtout parce que c'est eux qu'on voulait représenter. Et donc voilà, c'est le résultat, ça a été ça et voilà, on va dire la modification qu'il y a, c'est surtout dans la durée, ça va être et donc du coup ça va être les mêmes gestes. Voilà, ça va être un petit peu plus simple pour qu'il y ait une appropriation, on va dire, plus générale. Parce que là, la délégation qui a participé au jeu se l'était appropriée. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que ça aille au-delà. Et ils l'ont accepté, justement, ce chap Kagou, les athlètes? Ah ouais, tout à fait. Non, c'était leur chap à eux et ils se l'étaient complètement approprié. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer sur la lancée. Maintenant, c'est simple. On regarde, par exemple, au dernier championnat de France de boxe qu'il y a eu à la salle de Païta, Dion a demandé à l'Axe justement de faire un chap Kagou avant son entrée. Donc voilà, les athlètes se l'approprient et justement, c'est eux qui sont demandeurs pour affirmer l'identité justement de l'équipe des Kagou. Voilà, donc on voulait juste avoir une précision sur le chap Kagou. Michel Quintin, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, au revoir. Voilà, le temps pour nous de lancer ce reportage, un reportage sur justement le Fehoa Kagou. Je voudrais juste vous parler de l'historique de cette danse guerrière qui est le chap Kagou. Le chap, beaucoup de styles. Il y a le Fehoa, il y a le Boua, il y a aussi le Ae Ae dans le nord et ne pas oublier aussi toute cette multiculturalité ici dans ce pays. Donc j'ai essayé de tout marier
en une seule danse. Cette danse, son objectif, c'est justement un ralliement de toutes les disciplines, de toutes les ligues existantes ici dans le pays, et en même temps, la multiculturalité, la pluralité d'ethnies, pour essayer de fédérer une équipe plus haute, plus loin et plus fort. C'est ça l'idée au départ du CTOS en me proposant pour créer cette danse et dont je suis le créateur, le père de cette danse Chapkagou. Cette idée du Chapkagou est sortie des mini-jeux des îles Cook où aux précédents jeux et mini-jeux du Pacifique Sud, quand on demandait à la Nouvelle-Calédonie de montrer leur culture, on se dit tout simplement coucou avec la main. Et je me rappellerai toujours où notre président Charles Kali, qui a demandé avec tout de son équipe du comité directeur et le bureau du CTOS, m'a convoqué pour partir ensemble aux îles Cook. Et c'est là que est né le Chapkagou. Ce n'est pas juste un rite mélanésien ou kanak, mais c'est un rite mixte de toutes les ethnies confondues de ce territoire. Cette danse, type de chez nous fait relever, nous fait progresser et nous fait gravir, parce que nous ne voulons pas simplement être dans notre milieu du Pacifique, mais nous voulons être aussi dans l'international. Donc, cette danse, elle est porteuse non seulement de vie, mais de perspective. Salut Mara. Salut Élise, bonjour à tous. En cette semaine spéciale Papouasie, je souhaitais aussi m'intéresser un peu à ce qui se passe là-bas au niveau scientifique et y consacrer une partie de ma chronique. Et il se trouve que la Papouasie-Nouvelle-Guinée intéresse beaucoup les scientifiques. Dis-moi Élise, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'initiative La Planète Revisitée ? La planète revisitée, pas vraiment, je dois dire, c'est quoi des expéditions scientifiques? Oui Élise, exactement, c'est ça. En fait, pour poser le contexte, ça fait près de 250 ans que les naturalistes et les systématiciens, donc ça ce sont les scientifiques qui classent les êtres vivants, ça fait 250 ans qu'ils parcourent le monde pour découvrir tous les animaux et les végétaux qui existent. Alors grâce à leurs efforts et à leur patience surtout, eh bien à ce jour, environ 1,8 million d'espèces ont été décrites. Alors ça paraît beaucoup dit comme ça, 1,8 million d'espèces différentes. Et pourtant, eh bien ce n'est rien. Ce n'est rien, tu t'en doutes, par rapport à tout ce qu'il reste à décrire selon les estimations. Il reste encore sur la planète entre 8 et 30 millions d'espèces inconnues. Il reste tout ça à identifier. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Oui. Bon courage aux scientifiques. Hein. Et puis, en effet, il vaut mieux être patient. Et oui, mais le problème justement là, c'est que le temps presse. Comme tu sais, il y a de nombreuses espèces qui disparaissent de nos jours. Certains scientifiques considèrent qu'on est dans la 6e grande phase d'extinction massive. Donc voilà, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées et il y en a beaucoup également qui vont disparaître avant même d'avoir été découvertes. Alors ça, c'est vraiment beaucoup trop frustrant comme constat pour la communauté scientifique.
d'où l'initiative La Planète Revisitée, qui est chapeautée par le Muséum national d'histoire naturelle, Pro Natura International et l'Institut de recherche pour le développement. Donc c'est l'héritière des grandes expéditions naturalistes du passé. Ça consiste à faire plusieurs expéditions dans le monde, de préférence dans des régions qui sont peu explorées, justement dans le but de réaliser un inventaire sans précédent de la biodiversité et puis aussi pour favoriser des politiques de conservation qui ne soient pas seulement orientées vers les espèces emblématiques comme les mammifères ou les oiseaux. En fait, c'est redonner son importance à la biodiversité qui a été négligée jusqu'ici. D'accord, donc je vois comme les invertébrés ou les plantes par exemple, qui ont une image, on va dire, moins commerciale, on va dire comparée aux autres. Hein, c'est ça. Alors, où est-ce qu'ils sont allés déjà? Alors, la première expédition de La Planète Revisitée a eu lieu au Vanuatu, sur l'île de Santo, et c'était en 2006. Alors, vu les résultats de cette expédition, donc tout de même plus de 10 000 espèces collectées, dont plusieurs centaines de nouvelles espèces, eh bien, d'autres expéditions ont ensuite été organisées dans le cadre toujours de l'initiative Planète Revisitée. Et j'imagine qu'ils sont allés en Papouasie. Alors, avant ça, il y a eu des expéditions au Mozambique, c'était en 2009, puis à Madagascar en 2010, et en 2012 en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui est située dans le triangle de corail, soit la région du monde la plus riche en biodiversité marine et également un des endroits du globe dont les forêts abritent le plus d'espèces végétales. Donc voilà, grosse opération, hein, pas moins de 200 chercheurs, étudiants, bénévoles de 21 nationalités différentes, hein, ça devait être assez joyeux, qui ont ensuite été rejoints par les centaines de locaux, par les Papous, hein, qui vivaient dans les régions explorées par les scientifiques. Et là, gros boulot, énorme boulot. En gros, ça signifie, une expédition scientifique naturaliste, ça signifie passer au peigne fin tout, absolument tout ce qu'ils trouvent sur leur passage pendant 3 mois. Alors l'expédition, elle a été divisée en 2 composantes. D'un côté, l'exploration marine et de l'autre, l'exploration terrestre. Tout ça dans le but de répertorier le maximum d'espèces et tenter de répondre à la question fondamentale. Combien d'espèces vivantes vivent sur notre planète? On a quand même envie de le savoir. Alors, raconte-nous un peu comment s'est passé tout ça et puis qu'est-ce qu'ils ont découvert surtout. Alors, l'exploration marine, premièrement, elle s'est faite dans les fonds marins du lagon de Madang et de la mer de Bismarck, au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Donc là, les chercheurs, ils ont fait de nombreuses plongées, jusqu'à 1200 mètres de profondeur tout de même, pour observer la flore et la faune locale. Et là, apparemment, il y a eu autant de bonnes surprises que de mauvaises surprises. On va commencer par les bonnes. Les scientifiques ont pu prélever et analyser plus de 8000 espèces différentes, photographier un grand nombre d'animaux marins comme ceux que vous pouvez voir défiler à l'écran, donc des gastéropodes, mais aussi beaucoup de crustacés assez impressionnants, assez jolis. Eh bien, photogénique, ces crustacés. Ouais, t'as vu, pas mal. Pas mal. Bon, à côté de ça, malheureusement, ils ont aussi pu faire un constat pour le moins préoccupant, aussi paradisiaque que la Papouasie Nouvelle-Guinée puisse paraître, elle n'est pas épargnée par les dégâts causés par l'homme. À 1000 mètres de profondeur, ils ont remonté des plastiques, des boîtes en aluminium, plein de déchets d'origine humaine en gros. Et puis ils ont aussi exploré les alentours de l'usine de transformation de nickel qu'il y a là-bas. Et là, à 600 ou 800 mètres sous l'usine, eh bien, ils ont découvert que tous les organismes étaient empêtrés dans des boues rouges de nickel. Quel dommage, ça a dû leur faire un choc aux Papous quand ils ont vu tout ça. Ça doit certainement être la même chose chez nous, même pire peut-être. Et au niveau de l'exploration justement terrestre, qu'est-ce que ça a donné? Alors là, ça s'est fait dans les forêts du mont Willem, le plus haut sommet de la région, donc quand même 4509 mètres. Et il a fallu emmener 6 tonnes de matériel jusque là-haut. Donc je vous laisse imaginer l'aventure, ça a dû être plutôt épique. Bon, ils ont quand même engagé 200 porteurs pour le coup, parce que les scientifiques ne sont pas toujours musclés. Il fallait bien ça, j'imagine. 6000 kilos de matériel, c'est quand même pas un petit camping. En effet, il a fallu mettre les moyens. Alors, ils sont organisés en plusieurs groupes, répartis à des altitudes différentes, en fait. Et ils ont installé des pièges à insectes, récolté des échantillons de plantes tous les jours dans des conditions, il faut le dire, difficiles, parce que là-bas, la forêt est très humide et il pleut quasiment tout le temps. Mais apparemment, le travail a été fructueux. Ils ont pu mesurer les changements de la faune et de la flore en fonction de l'altitude. Et c'était la première fois qu'un inventaire de ce type était réalisé dans une montagne tropicale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Alors, des milliers de spécimens d'insectes et de plantes. Et ce qui a marqué surtout les esprits des scientifiques, c'est la richesse extraordinaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur une parcelle de 20 mètres sur 20, à 1200 mètres d'altitude, l'équipe a pu observer 33 espèces d'arbres différents. 33. Alors, à titre de comparaison, sur la totalité de l'Europe, il y a une centaine d'arbres autochtones. Et là, sur 20 mètres sur 20, on en retrouve déjà 33. Autant dire que les botanistes étaient vraiment dans tous leurs états, Élise. J'imagine que oui. Et puis la suite de l'aventure, qu'est-ce que c'est? Alors là, pour l'instant, le gros travail des scientifiques, même si ça date de 2012, cette expédition, c'est trier, répertorier, identifier les espèces déjà connues et celles qui le sont pas encore. Et ça, c'est un travail énorme qui va prendre encore de nombreuses années. Mais on reviendra ensemble vendredi sur ce qui a suivi cette mission de Planète Revisitée. Très bien, donc vendredi pour ce sujet. Pour l'heure, cette fois-ci, tu nous parles un peu de la science, de la science à l'international, alors pour terminer. Eh bien oui, je ne vais pas vous épargner, même aujourd'hui, vous allez y avoir droit. Alors, une des tactiques envisagées pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et donc de réduire l'effet de serre sur la planète serait de stocker ce CO2 sous la mer. On regarde ce reportage d'Euronews, on en reparle tout de suite après. C'est parti. Est-il possible de se débarrasser des émissions de CO2 en les stockant sous le fond des océans? Et qu'adviendrait-il de l'écosystème si cette technique venait à se généraliser? De la Méditerranée à la mer du Nord, un projet de recherche européen tente de répondre à cette question. Les îles éoliennes situées au nord de la Sicile sont le point de départ du projet ECO2. Objectif, étudier la technologie dite CSC, une technologie capable de capter et de stocker le CO2 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Le point avec le coordinateur du projet. L'idée est d'empêcher la libération dans l'atmosphère du CO2 émis par les centrales à charbon, par exemple, parce que cela aggrave le changement climatique. Nous voulons empêcher cela. On capte le CO2 et on le stocke dans des formations géologiques du sous-sol, que ce soit sur terre ou en mer. Cela dit, en Europe, il est plus facile de stocker le CO2 offshore. Au large des îles éoliennes, en plein cœur de la Méditerranée, cette biologiste marine et son équipe cherchent à comprendre ce qu'il se passerait en cas de fuite et de dispersion du CO2 dans la mer. Il existe en effet sur cet archipel volcanique des gisements naturels de dioxyde de carbone. Nous sommes en présence d'organismes adaptés à cette situation depuis longtemps. C'est une zone où le CO2 s'échappe naturellement. Par conséquent, il s'agit d'une zone où le pH est généralement plus faible qu'ailleurs. Afin d'analyser la dynamique du gaz, il faut observer le comportement des milliers de bulles qui remontent des fonds marins. Pour ce groupe de scientifiques, l'heure est donc venue de plonger. Nous avons mis au point une sorte de boîte à bulles pour mesurer la taille des bulles. Le fait d'éclairer les bulles en arrière-plan facilite les mesures par ordinateur. C'est important pour définir nos modèles numériques et mesurer la vitesse de remontée des bulles et leur taille. Une autre méthode pour rendre le CO2 visible consiste à observer la dynamique du pH dans le milieu marin. L'étude du mouvement du débit permet ainsi de développer un modèle pouvant servir soit à surveiller les fuites, soit à prévoir leur dispersion. La dissolution du CO2 entraîne un changement de pH, et c'est ce que nous étudions pour observer les changements au fil des saisons et les endroits clés où cela peut être détecté. Pour analyser le comportement du gaz dans les fonds abyssaux, ces chercheurs utilisent des technologies adaptées à leurs besoins spécifiques. En mer du Nord, tout est différent des îles éoliennes avec leurs gisements naturels de CO2 et les fuites naturelles qui vont avec. En mer du Nord, même s'il existe depuis plusieurs années déjà des réservoirs de stockage de CO2, les chercheurs n'ont jamais pu détecter de fuite, alors il faut les simuler. Nous avons laissé une quantité limitée de CO2 s'échapper de la machine, puis nous avons surveillé ce qu'il se passait et nous avons essayé de suivre les empreintes du gaz dans l'eau. C'est fondamental d'incorporer ces données dans nos modèles afin de pouvoir faire des prévisions. Des conditions physiques identiques à celles de la mer du Nord ont été recréées ici, dans ce laboratoire situé à Kiel, en Allemagne. Le but, définir un modèle numérique qui fonctionne aussi bien à petite comme à grande échelle.
Nous analysons les réactions du CO2 lorsqu'il remonte. L'étape suivante consiste à étudier la taille des particules à travers les pores des sédiments. Nous avons besoin de comprendre ce qu'il se passe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs dizaines ou centaines de litres d'eau. Et pour finir, nous déduirons des formules mathématiques des résultats de ces expériences et de l'utilisation de différentes échelles. Le stockage du CO2 sous le fond des océans, une solution d'avenir et sans danger. Les écologistes notamment y verraient plutôt le moyen d'éviter de renoncer aux énergies fossiles. D'accord, donc je vois en fait, les chercheurs essayent de voir si cette technique, on va dire, ne ferait plus de mal que de bien, c'est ça? Voilà, et puis oui, puisque je le rappelle, les organismes marins en particulier, les coraux, sont très sensibles à ce changement de pH qui est généré par un changement de concentration en CO2. Donc encore une fois, avant de jouer avec la nature, déplacer le CO2 parce qu'on a déjà pourri notre atmosphère, alors on le met au fond de l'océan, il faudrait quand même faire attention, être absolument sûr que ça ne va pas aussi pourrir le fond de nos océans. Et puis, comme il disait dans le reportage, donner bonne conscience aux industriels pour continuer à mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette technologie CSC, pardon. Voilà. Alors, en fait, c'est la fameuse technologie qui permet de stocker le CO2 dans les formations géologiques sous la mer. Donc, plutôt le captage puis le stockage du CO2, donc CSC. Donc cette technique, elle englobe 3 domaines finalement, le captage, le transport, puis le stockage géologique. Et chacun de ces domaines fait l'objet de recherches scientifiques. C'est surtout au niveau du stockage qu'il y a des doutes en fait de la part des écologistes. Alors pourquoi particulièrement, on va dire, ce domaine? En fait, c'est surtout à cause des problèmes de sécurité liés au forage et à la gestion des pluies au-delà de 100 ans. Parce qu'une fois stocké, le gaz est censé rester bloqué. Mais comment savoir si dans 100 ans, dans 500 ans, les formations n'auront pas bougé? Et en cas de fuite, les écosystèmes environnants seront bouleversés, mais aussi la santé des riverains, s'il y en a également. En cas de rejet accidentel massif, les conséquences pourraient vraiment être dramatiques. Il faudrait peut-être savoir où on va, justement, on va avant de se lancer. Donc, c'est toute la stupidité de l'homme, ça. Et oui, donc tout l'intérêt, justement, de ces tests et de ces mesures en amont et de ces modélisations numériques aussi pour pouvoir évaluer le plus clairement possible les conséquences de l'utilisation de ce type de technologie. Ça se fait déjà actuellement. Donc pour l'instant, les tests n'ont pas encore révélé de failles à cette technique. C'est plutôt bon signe, on va dire. Mais c'est vraiment nécessaire d'effectuer d'autres expériences, encore, des mesures et des modélisations avant d'être sûr de pouvoir procéder de la sorte sans danger pour notre planète. Voilà. Peut-être à petite échelle et puis dans des cas bien précis, ça peut être justement bien, mais généraliser cette technique, ça paraît vraiment risqué. C'est surtout pour justement permettre aux industriels de continuer à faire ce qu'ils veulent, je pense. Alors, c'est pas facile à décider, donc c'est pour ça que les tests sont faits avec grande attention. Mais au bout du compte, qui est-ce qu'on va écouter? La communauté scientifique ou les industriels? En tout cas, il serait temps de se rendre compte que notre planète n'a pas de prix et que le profit passe après la préservation de l'environnement. Bon, merci Mara, et puis je te dis à vendredi. À vendredi Élise, à vendredi tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Lise, salut à tous. Alors aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est cinéma. Et donc comme on est en pleine semaine spéciale Papouasie, j'ai décidé de consacrer ma chronique aux films réalisés en Papouasie. Alors il y en a beaucoup, ça doit être des films du genre documentaire que fiction j'imagine. Voilà, donc effectivement on a pu en voir certains au moment du festival à Nuluambolo cette année. Donc notamment les films de Bob Connolly et Robin Anderson qui sont mari et femme dans la vraie vie et qui sont donc les co-réalisateurs de cette trilogie Papou. Donc le premier film de cette trilogie s'intitule First Contact, premier contact en français. Et donc leur objectif initial avait été de reconstituer ce que fut donc le premier contact, la première rencontre en fait de tribus papous des hauts plateaux de Papouasie avec Papouasie-Nouvelle-Guinée avec donc des blancs. Et donc ils se sont attachés à l'expédition organisée par 3 jeunes chercheurs d'or australiens, 3 frères, dans les années 30. Cette expédition avait été filmée parce que heureusement
pour nous, ils ont eu la bonne idée d'emporter avec eux leur caméra. Et donc, ils ont pu filmer les réactions extraordinaires, en fait, des Ganiga, c'est le nom de cette tribu, un peuple ignoré du reste du monde, au moment donc, de cette rencontre, pour la première fois, avec l'homme blanc. Donc, on les voit ici qui découvrent un phonographe. Voilà, donc au début, ils les ont pris pour des dieux, puisqu'ils n'avaient jamais vu d'homme blanc avant. Et puis, donc, ce couple-là, Bob Connolly et Robin Anderson, ils ont eu l'idée de revenir en fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de retourner en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour projeter justement les images de cette première rencontre aux Papous qui avaient justement vécu cette rencontre 50 ans plus tôt. Et ils ont donc refilmé à nouveau leur réaction en voyant donc ce premier film et les commentaires donc suscités par les images. Donc là, on les voit qui se reconnaissent sur les photos en noir et blanc. Et donc, il y a des témoins, par exemple, qui racontent aussi que dans First Contact, là, il y a des extraits aussi du film First Contact, ils racontent leur étonnement, en fait, de constater que, au final, c'est pas des dieux, hein, ils sont pas très divins, ils ont un appareil digestif comme eux, ils ont aussi des désirs sexuels comme eux, pour preuve, d'ailleurs, les quelques métis qui naîtront, donc, des premiers contacts avec les femmes papoues. Ouais, ils auront exploré, on va dire, bien plus que les terres papoues, ces chercheurs d'or. Donc, c'est vraiment une chance que ces instants extraordinaires aient été filmés et puis qu'en plus les montrer par la suite. On a vu dans la photo les réactions de joie. Donc ça, c'est le premier film de cette trilogie. Alors quel est justement le suivant? Alors après First Contact, Connolly et Anderson ont eu l'idée donc de faire de l'un de ces métis Joe Lehigh, qui est donc le fils naturel du chef de l'expédition Michael Lehigh. Ils ont décidé de faire de lui le protagoniste d'un autre film sur les Papous aujourd'hui. Donc Joe Lehigh a d'abord été élevé par sa mère comme un Papou, donc comme tous les autres, n'importe quel Papou en fait. Mais comme il était différent physiquement en fait des autres, on voyait bien que c'était un métis, son oncle Dan Lehigh, qui était resté vivre lui dans la région, a décidé de le reconnaître comme le fils de son frère Michael. C'est donc lui qui a pris le relais, qui l'a élevé à l'occidental. Il a pu bénéficier d'une formation, ce qui lui a permis de devenir manager. Donc il dirige une plantation de café prospère, il possède tous les signes extérieurs de richesse en fait d'un colon qui a réussi. Et donc il n'est pas que ça en fait. Il est aussi un médiateur entre le monde papou et le monde occidental. Et c'est vraiment là ce qui a intéressé les réalisateurs. Donc ils ont tourné le deuxième volet, Joe Lehigh's Neighbors, en français les voisins de Joe Lehigh. Et donc c'est la rencontre des mentalités différentes mues par des valeurs et puis des logiques distinctes. Rencontre qui semblait positive en fait en 85-88 au moment où le film a été tourné, et donc qui a abouti à une conjonction prometteuse entre donc l'esprit d'entreprise et les intérêts multiples médiatisés donc par Joe, mais aussi par Popina Mai, son associé qui est le chef des Ganigas, qui a fait miroiter en fait aux hommes et aux femmes de la tribu les bénéfices, donc voitures, argent, etc., que lui-même espérait obtenir de ce partenariat. Donc cette double médiation a été rendue nécessaire aussi par le fait que les conceptions économiques des Ganigas sont plus pour eux, ils voient plus l'échange économique comme du troc en fait, que comme l'investissement capitaliste du monde occidental en fait. Donc cette rencontre a abouti à la mise en chantier en fait d'une nouvelle plantation avec un financement bancaire obtenu donc par Joe, qui lui à ce titre s'arroge 60% des bénéfices, et les Ganigas qui prêtent leurs terres, eux, n'obtiendront que 40%. Donc Joe est en position de force. De plus, il s'assure de leur collaboration comme ouvrier agricole dans la plantation, qui ne rapportera que dans 5 ans, une fois que les caféiers seront à maturité. Donc c'est là que se termine le deuxième film. Alors, et le troisième volet, alors comment se finit justement cette trilogie ? Alors, le troisième film est tourné en 1991, il s'intitule Black Harvest, la récolte sanglante. Et donc, c'est le temps de la récolte, le temps de l'enrichissement, récolter aussi les sous. Mais rien ne va plus, en fait. Subitement, le cours du café s'effondre. Donc, Joe essaie d'expliquer tant bien que mal aux Ganigas ce qui se passe. Il essaie de les convaincre qu'il faut être patient, il faut pas perdre la totalité du travail déjà investi. Il essaie de les convaincre aussi d'accepter de travailler à salaire réduit pour le même travail, en attendant donc la remontée des cours. Mais Black Harvest, c'est plutôt le temps de l'incompréhension. Donc les Ganigas, eux, ils n'ont pas la même compréhension du temps, et ils n'ont pas la même conception, ils ne comprennent pas non plus les mécanismes économiques ni les lois du marché. Et donc ils sont frustrés, ils se sentent un petit peu trahis, un petit peu trompés par Joe. Et donc en plus, au même moment, il y a une guerre intertribale qui se déchaîne. Donc pour eux, la priorité, c'est de respecter les obligations d'alliance, de défendre les siens, de venger ses morts. Voilà, pour eux, la priorité. Alors que Joe, lui, il aimerait bien que la priorité, ce soit l'entreprise, justement,
développement et la survie de la plantation. Donc, il essaie de leur faire comprendre en utilisant un symbole fort. Donc, ce symbole fort, ça va être pour frapper en fait les esprits des Ganigas. Il va utiliser en fait la coutume, c'est-à-dire que pour leur faire comprendre ce qui va arriver si le café pourri sur les branches n'est pas ramassé, il va organiser une mise en scène comme pour les défunts en fait, c'est-à-dire qu'il va mettre le café pourri sur une natte, enroulé dans une natte posée donc sur 2 poteaux. Voilà, comme le rituel des funérailles des Ganigas. Donc il va essayer en fait d'utiliser ce symbole fort pour leur faire comprendre que si le café est pourri, le travail est perdu. Sauf que ça ne va pas marcher, les Ganigas vont être plutôt outragés et scandalisés par ce geste. Et donc c'est à ce moment-là que Joe va plus du tout comprendre en fait les Ganigas. Et pour lui, il aura l'impression d'avoir un peu perdu, donc il va s'effondrer. La récolte est perdue, il va pleurer évidemment. Il aura échoué économiquement, mais pas que économiquement. Pour lui, c'était plus fort que ça, puisqu'il essayait en fait de faire sortir son peuple un petit peu du monde tribal, pour qui, en fait, lui, il considérait que le monde tribal, c'était plutôt un monde dépassé, un monde cruel, qui était probablement sans avenir. Et donc, pour lui, c'est un petit peu un échec. D'accord. Alors, ces films doivent être très prenants et très émouvants, et puis ils sont surtout très instructifs. Ils permettent justement d'en apprendre beaucoup sur la culture papou, les mœurs, les coutumes, et puis surtout la coutume des populations. Exactement. Alors, ce sont des films ethnographiques qui sont très réussis. Les réalisateurs nous montrent donc des manifestations de la culture papou d'aujourd'hui, dans sa relation aussi critique à la culture occidentale, avec les attributs. Donc, on a vu le désir, l'envie, l'emprunt, le détournement, l'incompréhension, le rejet. Voilà, donc la force du film vient surtout du fait que ce sont des manifestations qui sont saisies sur le vif, dans des situations d'interaction, donc où les protagonistes ils doivent se débrouiller avec ce qu'il y a autour, avec le monde réel, et non pas comme dans la plupart des documentaires, sur la foi seulement de ce que les personnages racontent aux réalisateurs, en toute subjectivité bien sûr. Alors leurs films ressemblent au fait à des fictions. C'est justement ce qui est assez rare pour un documentaire, c'est ce point d'intimité donc avec le réel. Donc Connolly et Anderson, Robin Anderson, qu'on va voir sur cette photo, ils font beaucoup de terrain, ils parlent couramment le pidgin, ils ont habitué en fait les villageois à leur présence filmante. Ils ont si bien réussi à s'intégrer justement au quotidien, donc aux situations que les gens se rendent même plus compte qu'il y a une caméra, et même dans les situations d'entretien en tête-à-tête. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la force en fait de ces films documentaires, d'autant que ces films ont été conçus et construit dans le but de raconter une histoire. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Et tu voulais également nous parler d'une autre trilogie papou, celle d'un réalisateur français, sur une autre facette de l'histoire papou. Exactement. Alors, depuis plus de 50 ans, le gouvernement indonésien mène à l'égard du peuple papou de Nouvelle-Guinée occidentale donc une politique colonialiste d'une rare violence. Donc, ils sont chassés, expropriés de leurs terres, ils sont traqués, ils sont torturés, ils sont arrêtés arbitrairement, sans raison. Donc, les femmes sont violées, ils sont assassinés. On parle même de génocide. Plus de 500 000 papous ont été assassinés depuis plus de 50 ans. Donc, 1 demi-million, c'est pas rien. Et même plus, ça c'est vraiment ce qui a été recensé. Et donc, on se souvient tous du conflit des Timor orientales qui avait donc fait réagir donc, la communauté internationale. Le cas de la Papouasie occidentale, à l'opposé, lui, il semble en fait voué à rester dans l'ombre. L'Organisation des Nations Unies s'en désintéresse complètement. Ce peuple qui est oublié de tous, donc ce peuple oublié de tous, donc il lutte pour cette reconnaissance de son identité culturelle, de son identité politique. Et donc, afin de revendiquer leurs droits, les élites papous ont créé l'OPM. Alors, l'OPM, c'est un mouvement de libération de la Papouasie occidentale qui est scindé donc en 2 branches. Il y a une branche politique et une branche militaire, donc ils ont choisi de prendre les armes. Et cette branche militaire, elle est donc dirigée notamment par un des chefs rebelles qui est le général Bernard Mawen. Donc ça, c'était à l'époque. Donc pendant 10 ans, en fait, Damien Faure, qui est un réalisateur français, a filmé justement ces combattants. Oui, il me semble que ces films ont été également présentés au festival Anuruamburu cette année. Exactement. Alors, 2 des films de sa trilogie Ouest Papua ont été présentés au festival dans la sélection Papouasie hors compétition. Et donc, à ce jour, il est le seul cinéaste au monde à pouvoir regrouper donc, une documentation audiovisuelle de ce conflit. Alors, le premier film de cette trilogie s'intitule Ouest Papua. Il a été réalisé en 2002. C'est un format de 52 minutes. Donc là, c'est la rencontre avec les rebelles, justement, de l'armée de libération de la Papouasie occidentale
occidentale, qui se sont réfugiés, le long de la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, ça met en lumière un peu la colonisation par l'armée indonésienne, et puis le fait aussi que la communauté internationale semble ignorer cette situation avec surtout beaucoup d'hypocrisie. Voilà, donc il a reçu le prix spécial du jury au premier Festival international du film des droits de l'homme de Paris. Tout à fait. Le deuxième film de la trilogie s'intitule Sampari. Il a été réalisé en 2008. C'est un format de 52 minutes aussi, avec Jérôme Bonnard en co-auteur. Et donc chaque année à New York, en fait, des milliers d'autochtones venus donc du monde entier participent à l'instance permanente sur les peuples indigènes. Donc c'est Victor Kaisiepo qui représente la Papouasie occidentale et qui est venu donc défendre les droits de son peuple au siège des Nations Unies. Et donc là, il s'agit dans ce film, pour Victor, de contourner le protocole pour faire justement entendre sa voix à la communauté internationale. Voilà, et ce film a reçu le grand prix du meilleur documentaire des droits de l'homme au Festival international du film de Kiev, en Ukraine. Tout à fait. Et le troisième volet de cette trilogie s'intitule La colonisation oubliée. Il a été réalisé en 2010, alors c'est un format plus petit, celui-là dure 22 minutes, il est disponible sur YouTube, vous pouvez le voir. Donc là c'est le retour en fait, le long de la frontière indonésienne, donc 9 ans après la première rencontre avec les rebelles papous, et puis le général Bernard Mawen. Seulement Mawen reste introuvable, donc là c'est la trame de ce troisième film. Pardon. Voilà, et ce troisième film a reçu le meilleur court-métrage documentaire au Festival de Montréal au Canada. Et c'est l'occasion aussi de faire un point sur la réunification donc, de l'OPM, aujourd'hui groupe organisation. Donc est-ce que tu peux nous compléter qu'est-ce que c'est l'OPM? Alors l'OPM dont on parlait, alors c'était juste avant l'OPM. Donc c'est le front, que je ne dise pas de bêtises, mouvement de libération de la Papouasie occidentale. Bref, tous les mouvements, en fait, les organisations pro-indépendantistes de Ouest Papua se sont réunifiés sous la bannière d'un seul et même mouvement qui s'appelle donc aujourd'hui le Mouvement uni de libération pour la Papouasie occidentale, donc avec les initiales ULMWP. Qui a été donc créé cette année pour justement tous parler d'une même voix, pour justement essayer de libérer la Papouasie occidentale et aussi ça leur a permis aussi de renouveler en fait leur demande d'adhésion au groupe fer de lance mélanésien, puisque comme ils sont sous le joug indonésien, ils sont reconnus comme indonésiens alors qu'ils ne sont pas du tout indonésiens, ils sont mélanésiens et ils veulent être reconnus dans la Mélanésie. Et d'ailleurs, je reçois justement demain le comité Ouest Papua si vous voulez avoir plus d'informations. Donc revenons au cinéma qui est bien sûr un divertissement, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, une arme, un moyen de montrer au monde, comme par exemple ce qui se passe au Ouest Papua. Donc les journalistes n'ont pas le droit de rentrer. Donc le film, donc le cinéma qui est un moyen justement de montrer On a vu notamment là, avec les 2 journalistes français qui ont été pris en otage récemment, qui ont été relâchés par chance, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'accès en fait à ces terres, donc on n'en entend pas du tout parler dans les médias alors que c'est vraiment ce qui se passe depuis plus de 50 ans. Et donc pour la suite donc de notre chronique. Alors oui, comme je disais, donc le cinéma peut être une arme, comme tu dis, ça peut être une arme. Donc le plus bel exemple en fait, c'est celui de Wenceslaus Fatubun, qui est donc le premier cinéaste de Papouasie occidentale. Donc lui, il est né en Papouasie occidentale, il a vécu l'occupation militaire depuis sa plus tendre enfance avec sa famille. Et donc on vient de le dire, certains Papous ont choisi donc de prendre les armes pour réclamer leurs droits fondamentaux, pour réclamer aussi l'indépendance. Et en 2006, lui, il a pris conscience que les films aussi pouvaient transmettre ses revendications et il a choisi donc une autre arme, il a choisi donc de troquer les armes pour la caméra. Donc voilà, il a choisi cet instrument de lutte, il prône la non-violence pour défendre donc les droits des Papous et donc son objectif c'est de dénoncer par l'image les violences des militaires indonésiens en Papouasie. Donc c'est donc dans cet esprit que naît Papuan Voices, en français donc les voix papous. C'est une série de documentaires qui est destinée donc à promouvoir la justice et la paix en Papouasie occidentale. Alors dis-nous en plus sur le Papuan Voice, donc ce n'est pas seulement une série de documentaires, c'est aussi un programme plus large. Voilà, exactement. Alors c'est un mouvement culturel avant tout, c'est lui qui le dit. Et donc en 2011-2012, Engage Media, qui est un média à but non lucratif, et Justice, Peace and Integrity of Creation, c'est une congrégation missionnaire catholique en fait. Donc ces deux organisations ont
collaboré donc avec des organisations locales de Jayapura et de Merauke, donc ça se trouve en Papouasie occidentale, pour enseigner, en fait leur but c'est d'enseigner aux activistes papous les méthodes de production et de distribution vidéo. Donc leur objectif c'est bien sûr de raconter en fait leur histoire au reste du monde par cette initiative justement de vidéo plaidoyer. Donc c'est comme ça que va naître donc le mouvement culturel Papuan Voices, porté donc par Wenceslaus Fatuwun, et donc à travers 9 portraits, Papuan Voices raconte donc des histoires de vie dans la région de Papouasie occidentale. Au-delà de la lutte politique, c'est une mise en lumière en fait sur la vie quotidienne de ces Papous de l'Ouest, sur fond d'éducation, sur l'environnement, l'égalité, la dignité. Il a d'ailleurs présenté en fait ces documentaires à des festivals auxquels il a participé, qu'il a même remporté, par exemple à Java en Indonésie, il a remporté un prix. En France cette année, il a participé aussi au festival de cinéma de Douarnenez. Donc c'est vraiment un moyen de véhiculer au reste du monde ce qui se passe chez lui. Et je vais le répéter, donc c'est le meilleur moyen de faire connaître au monde entier la situation actuelle de la Papouasie donc occidentale. En tout cas, on leur souhaite à tous de continuer le combat pour toutes ces voix, pour que toutes ces voix justement soient entendues et surtout écoutées et que les choses changent. Merci Chloé. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors c'est vrai que c'est le message d'espoir qu'ils ont tous et qui est sûrement donc, le moteur commun à tous. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Juste une précision, pardon. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a différents groupes qui existent. Vous pouvez par exemple rejoindre sur Facebook le groupe Free West Papua Campaign qui est mené donc par Benny Wenda, un des leaders de cette lutte pour faire connaître justement, ne serait-ce que faire connaître au monde déjà ce qui se passe. Merci Chloé. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est bien chez nous. Bonjour Camille, aujourd'hui tu vas nous parler d'art traditionnel. Bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, je vais parler de l'art mélanésien. Alors on sait qu'il est très vaste, que les traditions varient d'une île à une autre. Par exemple, même en Calédonie, les traditions varient. On le voit par exemple sur la Grande Terre, l'art n'est pas le même que dans les îles par exemple. Effectivement Camille, par exemple aux îles Loyauté on voit souvent des cases rondes. Ici, en Grande Terre, on voit plutôt des cases carrées, rectangles. Donc, du coup, voilà un peu. C'est peut-être la même manière de construire, mais souvent aux îles Loyauté, on utilise par exemple la paille. Ici, on utilise souvent des feuilles de cocotier pour couvrir justement la case. Donc, voilà, différentes. Voilà, et ces différences se voient même aussi sur les chambranles devant, avec les figures des ancêtres qui sont représentées. D'ailleurs, justement, ces chambranles, donc, ils sont là pour nous protéger. C'est un peu un symbole, comme on l'a dit déjà dans une rubrique, là, on a fait en début de semaine. Et la flèche fêtière est toujours très ornée, car elle est le symbole de la tribu qui apporte la protection. Et donc, le conseiller qui, justement, repousse, on va dire, les ennemis, c'est-à-dire aussi bien humains que les esprits. Voilà. Et donc, du coup, moi, en préparant cette chronique, j'ai fait une petite recherche sur l'art kanak et je me suis aperçue qu'en fait, que le nez était souvent mis en valeur. Alors, en fait, c'est un élément culturel très symbolique parce qu'en fait, parfois, il est représenté avec un petit nez crochu et donc, ça évoque un petit peu le bec de certains oiseaux tropicaux. Et ces oiseaux qui sont aussi d'ailleurs beaucoup utilisés dans l'art, parce que les plumes de Notou, comme les poils de roussette, sont utilisés sur des masques, par exemple. Il y a aussi des masques anciens qui sont faits avec des vrais cheveux humains, les deuilleurs qui se laissent pousser les cheveux au deuil du chef et qui les coupent 6 mois après. Donc voilà un petit peu tout ça. Est-ce que toi, Élise, tu connais un petit peu des masques que l'on trouve dans cet art est-ce que tu sais si... pardon, excuse-moi. Est-ce que tu connais d'autres masques en Mélanésie un petit peu de ce type? Moi, je connais plutôt les masques d'ici. D'ailleurs, il y en a eu exposés lors de l'exposition qui a eu lieu « L'art est une parole » au centre Jean-Marie Tjibaou. Par contre, dans le Pacifique, je ne connais pas trop les histoires des masques, mais bon, je
pense que comme tu as été en Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis tu en as fait beaucoup de recherches, donc tu peux alors voilà, nous en parler un peu. Par exemple du Vanuatu. Voilà, avant de parler de la Papouasie, je vais te parler du Vanuatu. Du coup, pour te proposer une petite explication sur un masque, je t'ai même emmené une petite photo. Donc on peut voir en fait que sur ce masque, qui sert en fait de coiffe pour la danse, eh bien il est fabriqué en bois de fougère arborescente et il est recouvert en fait de fibres et il est peint. On voit un petit peu sur la base de ce casque, il y a en fait 2 figures en relief qui sont ornées chacune d'une paire de moustaches qui sont formées, on le voit, par des dents de cochon. Il y a aussi au Vanuatu les tambours d'Ambrym qui sont taillés dans l'arbre à pain, et je sais qu'ils sont utilisés également pour des danses. Ils sont frappés, c'est ça, en cercle. C'est ça. Et des danseurs tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils sont toujours, ils frappent des mains, frappent droit. Alors Camille, parle-nous un peu des objets emblématiques du Salomon maintenant. Voilà, c'est important de citer un petit peu toutes ces villes, parce qu'on parle de l'art mélanésien, on parle du festival des arts mélanésiens, donc toutes ces îles sont représentées pendant ce festival. Donc le Salomon, par exemple, c'est le tapa qui est très travaillé, quoi. Alors, tu sais comment on fait pour Alors, je ne suis pas une spécialiste du tapa, je n'en ai jamais fait, mais voilà, j'ai regardé qu'en fait, on devait prendre une écorce, qu'on devait la découper, la battre pour qu'en fait, ça s'agrandisse et ça devienne très fin et qu'on puisse appliquer une peinture dessus. Alors, quels sont les motifs que tu as trouvés à l'intérieur? Eh bien, les motifs, en fait, ça va être des petits traits fins en noir, généralement, avec des triangles juxtaposés. Donc, le tapa, lui, il va servir en décoration, mais aussi, il peut servir de vêtements. D'accord. Il y a aussi d'autres objets et accessoires qui sont des outils traditionnels que l'on considère comme l'art, par exemple le nélo. Oui, voilà, donc c'est un ornement de nez qui est souvent porté par les hommes durant les danses d'initiation. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que les hommes se font percer le nez. Donc il y a aussi d'autres objets comme la ceinture en fibre végétale ou aussi avec des petits coquillages qui est un accessoire emblématique de l'art salomonais. Il y a cette ceinture est donc réalisée par les femmes et il y a des symboles qui représentent en fait le clan. Et enfin le parou qui est une monnaie funéraire qui se porte sur la tête. Et en Papouasie Nouvelle-Guinée, ça se passe comment un peu? C'est pareil, j'imagine? Eh bien exactement, on peut tout à l'heure tu nous parlais des tambours du Vanuatu, en Papouasie Nouvelle-Guinée, on a les mêmes exemples. Ça s'appelle le tambour aimé. Ce tambour, en fait, il est taillé dans une bûche et en fait, on va le recouvrir d'une peau de lézard qui va être tendue et donc séchée. Et elle va être appliquée sur le tambour qui va être découpé donc, dans la bûche. Et là, accroche-toi bien, comment cette peau de lézard va être fixée au tambour? Eh bien, c'est tout simplement un mélange de sang séché du sculpteur et de la chaux humide. Donc, au-dessus, il va y avoir plein de motifs qui peuvent être peints, qui peuvent être sculptés. Très souvent, ça évoque en fait un héros, un ancien sculpteur qui aurait quand il chante et quand il danse, fait danser les statues en bois. Donc voilà un petit peu pour faire la comparaison avec les tambours. Donc en Papouasie, il y a énormément d'objets. La Papouasie, c'est très très grand, il y a énormément d'objets typiques. Et donc avec Ismaël, lors du festival, on est allé fouiller un petit peu dans tous les stands, savoir qu'est-ce qu'on pouvait nous proposer, qu'est-ce qu'on allait sortir de tout ça, de cet art qui est très vaste. Et donc on vous a trouvé quelques petits objets avec bien sûr les explications de fabrication. Regardez. I'm from Milne Bay. My small village is Boga Boga. And the shells are from
from the sea sand. This is for blouse. You wear it like a blouse for dancing, traditional dance. Painting, yes, just like imagination. Mixing paint, just brush with material, then the picture. Like the first big drawing day is legend of my district, Sipik. That 5 pages from 5 provinces. And the mask is from Sipik. This painting is from my place. That one also. This one is from Southern Island, Timbu. This blue face is from Tari. Sipik Swamp. Again man painting. It's like I don't see a picture, it's just imagination, mixing paint and just think and I painted the picture. It's like I'm doing that for 7 years. And I don't go to any art school. That's my experience doing the painting. A bow and arrow. It is designed on the outside, as you can see it, and the arrows are nicely done. They are decorated by the rope, which gives the design, and the rope is made of a tree bark, a special one, very strong, and it's been coated with a tree seed. A lot of time is consumed by the weaving. Maybe 2 to 3 weeks. The weaving, the yellow color is the original color, and the others are dyed to give design. The pattern and shape was preserved traditionally. My people use that for shooting possums and birds for food. The people need money to buy soap and salt and other essential needs. That's why the product is from our ancestors. Donc voilà pour un petit échantillon d'objets, mais je vous ai gardé un petit bonus pour la fin parce que je voudrais vous parler du biloum. Alors raconte-nous, c'est quoi? Eh bien le biloum, c'est ça, c'est en fait, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Voilà, c'est en fait un petit filet tressé en forme de panier. Bon, celui-là il est très petit, mais il y a toutes les formes. Eh bien, dans ces paniers, les femmes vont transporter, ça va partir de la patate douce, il y a les grands bilooms, les mamans vont mettre les bébés à l'intérieur, même des petits cochons, donc tu vois. Mais ça a l'air d'être assez... c'est fragile, c'est une fibre naturelle, mais en même temps, c'est très solide. Et puis, bon, les plus gros sont beaucoup plus gros et il y a beaucoup plus d'espace, hein, on ne va pas mettre un bébé là-dedans. Donc voilà, donc c'est un objet parmi les plus typiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et donc, chaque région a un produit des différents. Il faut en fait un vrai savoir-faire pour le faire. Et en fait, ce savoir-faire va se moderniser petit à petit parce qu'on va trouver des bilooms avec du coton ou encore comme celui-ci qui est fait donc, en laine. Et donc, on peut voir, il y a plein de couleurs. Donc, ça change un petit peu des bilooms traditionnels. Mais nous, pendant le festival, on vous a trouvé une artiste qui fabrique les bilooms en fibres naturelles. Donc, c'est un vrai savoir-faire qui est demandé pour faire cet objet. Donc, je vous propose de regarder ce petit reportage. Try to do the handle of the balloon to finish it, finished product like that. So she's spinning the rope. She put the two ropes together and then she just spin it around to finish the handle of that balloon. They get it from the back of the tree and they remove the skin out and they dry it. After they dry it, and then they use it to spin the rope around, and they do the balloon mountain. And those colors, they use the dye. But the rope color itself is white, a white like that. So when they dip that white rope into a dye paint, and then it come out a color like that. If she fast, she can take 2 days or roughly 3 days. Yeah. If she doesn't have other jobs to do and she spend the whole day sitting down to do the balloon, she can finish it roughly a day or 2. It's called balloon. Everybody can carry, even a father or mother, even a small child. But this one is a big one. It's probably ladies can carry it. And the small ones, a boy or man can carry it. First time lady, you will see your hand is rubbed and going red and your legs are gonna be swollen a bit. And if the lady get used to it, their leg will be going black and their arm is strong. These masks, they do it is like for traditional bride price. This one is just plain design just to carry it around, going to market or gardening or going shopping, all that. Okay, we have 2 different traditional names. The north coast of the Sepik, they call Paipa, and us from the river side, the Sepik River, we call Iva. Voilà, et bien ça prend beaucoup de temps pour réaliser quand même ce petit sac, le fameux biloum. J'aurais aimé apprendre aussi comment on fait justement les sacs. Ouh là là, c'est très compliqué, il faut de la patience. C'est clair, il faut de la patience. Il faut de la patience. En plus, la dame qu'on est allé voir, elle a terminé le sac le lendemain. D'accord, donc un jour carrément. Oui, même plus de temps, tout dépend de la grandeur, et puis de la finition, et puis du motif qu'on va y mettre, si les fibres sont peintes ou non, donc voilà. Donc ça demande beaucoup de travail. En tout cas, pour résumer sur l'art papou, on peut dire qu'il y a 2 formes. Eh bien, c'est donc la fabrication d'objets, avec les sculptures, les masques, mais surtout les parures corporelles. Parce qu'il faut savoir que les objets sont souvent produits, fabriqués sur la côte, autour des rivières, là où se trouve la majorité des papous. L'art papou, on peut dire que c'est un art premier, voire un art primitif, et son but n'est pas en fait de rechercher à faire du joli, ni de reproduire du réel. En fait, il ne cherche pas non plus à choquer, parce que c'est vrai que les masques, des fois, ça fait un petit peu peur, les masques des danses. Voilà, ça sert uniquement en fait à parler, à raconter une histoire. En fait, ça signifie
le savoir-faire des artistes, et puis l'histoire qui est racontée doit être en fait comprise par les initiés du clan, mais aussi par tous. Donc voilà un petit peu les dessins, les couleurs, les masques, tout ça, eh bien, ça témoigne eh bien, du savoir-faire transmis généralement oralement d'une génération à une autre. Bien, merci Camille pour toutes ces informations et puis ces beaux reportages que tu nous as concoctés donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu restes avec nous encore une fois pour la rubrique Grandeur Nature. Alors, nous voilà Camille de retour dans ta rubrique cette fois-ci et tu vas nous apprendre, nous apprendre de mots sur la nature. Eh bien, Élise, je pense que cette rubrique ne suffirait pas pour parler de la richesse, de la faune et de la flore de la Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'en fait, ce pays contient 7% de la biodiversité du monde. Ça fait beaucoup. Et c'est la 3e plus grande zone de forêt tropicale après le bassin du Congo ou encore celui de l'Amazonie. D'accord. Il faut savoir que 3/4 de la superficie du pays est couverte de forêts tropicales et de forêts secondaires qui sont d'une très grande richesse et c'est un petit peu dû à sa situation géographique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le pont entre l'Asie, entre l'Australie, entre les îles du Pacifique Sud-Ouest et puis voilà ce bassin géographique très favorable. Donc il faut savoir qu'on y a recensé sur cette île pas moins des 2/3 des espèces d'orchidées du monde, plus de 700 groupes d'oiseaux, 9000 types de plantes, 300 espèces de mammifères, 250 grenouilles, 450 espèces de papillons, 200 variétés de reptiles et des centaines de différents serpents. Donc c'est très riche. Mais est-ce qu'il y a des endroits pour observer justement cette magnifique diversité? Je veux dire, est-ce qu'il y a des endroits comme des parcs nationaux, comme ici, le parc forestier en Nouvelle-Calédonie? Oui, alors il y a des parcs, en fait, des réserves qui existent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de créer ces réserves, notamment dû aux droits coutumiers locaux, bien parce qu'ils interdisent qu'on puisse exclure des zones les populations dont ces zones, c'est l'habitat, dont ces zones, c'est les zones d'activité traditionnelles. Donc, et on sait qu'il y a de nombreux villages dans les forêts, mais il n'empêche qu'il y a une zone de conservation qui s'appelle Youth Conservation Area. C'est où? Eh bien, ça se trouve dans la région de Morobé, dans le centre-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc un peu en haut. C'est une zone en fait de 76 000 hectares qui regroupe 3 grandes rivières. Donc, excusez-moi pour la prononciation, malgré mon séjour en Papouasie, je ne maîtrise pas encore totalement. C'est le Yopna, Uruya et le Somme. Donc voilà, c'est des rivières qui partent de la côte et qui vont jusqu'à 4000 mètres d'altitude, le plus haut sommet de Papouasie. Alors, et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve des gens. Donc, je rigole, mais c'est pas que ça. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important le droit coutumier là-bas parce que voilà, il a fallu négocier avec les personnes sur place pour proposer une zone de protection et donc ça a été compliqué. Du coup, sur le projet, il a fallu convaincre les autorités, modifier un peu les façons de penser, négocier surtout avec les populations sur place. Il y a près de 35 villages dans la forêt. Et donc tout ça s'est fait bien sûr sous la bienveillance des associations de la sauvegarde de la nature du monde entier et des zoos. Et donc en contrepartie, parce que bien sûr cette zone existe, et en contrepartie les habitants de la région ont le droit à une compensation financière, à la construction d'écoles, des hôpitaux et notamment à de l'emploi, parce qu'il faut savoir que ce projet créait près de 10 000 emplois dans la région, justement pour
pour travailler dans ce projet. Alors, outre sa conservation et donc les personnes, les constructions d'hôpitaux et le reste, les animaux et les plantes alors? Eh bien, il y a des espèces endémiques très rares comme le kangourou arboricole Nachi, qui est un kangourou en fait endémique et qui est fortement menacé. Oui, il est tout mignon. Et il faut savoir que sur les 12 espèces de kangourous de ce type, eh bien 8 sont endémiques à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans cette zone de conservation, il y a aussi de nombreuses espèces d'orchidées. Et Lise, alors tout à l'heure je t'ai donné un petit indice, à ton avis, il y en a combien? Allez, 20. Eh bien, beaucoup plus que ça, parce que sur les 30 000 orchidées qui sont recensées dans le monde, eh bien, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y en a pas moins de 3 200. Ben, j'étais loin. Voilà. Et donc... on sait que régulièrement, il y a des nouvelles plantes, des nouveaux animaux aussi qui sont recensés. La dernière en date, par exemple, en 2008, une expédition scientifique a découvert 50 nouvelles espèces d'animaux. Un an plus tard, même expédition scientifique. Et là, 40 espèces d'animaux. Donc, ça part du mammifère aux reptiles, aux oiseaux. Enfin, voilà, tous les jours, on en découvre. Et je pense qu'on risque d'en découvrir encore plus dans les prochaines années. Eh bien, justement, à part dans la nature, est-ce qu'on peut voir ces animaux endémiques? Eh bien, à Port Moresby, donc dans la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des jardins botaniques, notamment le jardin botanique national de Port Moresby, où on peut trouver bien des échantillons de plantes, d'arbres et aussi des animaux. Et puis, il y a aussi un autre parc à Port Moresby, le parc Nature Park, où c'est un parc qui n'est pas vraiment agréé, mais là, c'est une initiative locale, personnelle, d'une forte personnalité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a construit ce lieu et où on y trouve uniquement des animaux de la Papouasie. On y trouve un jardin d'orchidées et le sanctuaire des oiseaux du paradis. J'en parle parce que c'est là où nous sommes rendus avec Ismaël. On est allé voir qu'est-ce qui se passait, on est allé en apprendre plus et bien sûr les oiseaux là-bas, sur les mammifères là-bas, sur les plantes. Donc je vous propose tout de suite de regarder tout ça en images. We are in the area of pigeons. The pigeons here, we got two species of pigeons. It's normally the largest pigeon in the world, found in here. One is Victoria crown pigeon. You can see it's there. It's got spotted crown. It's called Victoria crown pigeon, and they can live over 20 years, their lifespan, and they lay 1 egg in a year. And also the other species is Southern crown. It's got a plain crown without any spots on it, and their lifespan is also the same. They live over 20 years and they lay 1 egg in a year. And the other one is Nicobar pigeon, the green one with the long feathers on the neck. It is found from West New Britain province, and they can lay eggs. The maximum number is 4 down to 2. And the other birds are, we got vulturine parrot. It's an extinction bird. The locals normally hunt them for the hairdressers, and now we haven't got any. It's only few. So we got some of them in there. And also the vultures and whistling kites, the eagles. All these are from Papua New Guinea. This one is from the mountains. They normally live up on the trees. They climb trees because they got strong, long claws. So they hop like kangaroos on the ground, like normal kangaroos. And they got paws. They breed like normal kangaroos. And they eat grass, leaves from the trees, berries. But in here we feed them with sweet potato, kangkung, veggies that grows on the swamp areas. They love corn. That's their favorite food.
They reproduce well in here. We have been successful with 3 young ones. That's the result of being in a captivity. It's a cassowary and it's normally found up in the islands. The cassowary is more smaller in size, but up in the islands they are huge because they normally climb mountains and all this, so they got huge. And it's normally used for the bride price. When they want to buy bride price for a lady, the parents of the mother, the ladies normally call for this cassowary. They can name it, they can 5 or 6 of them. So what the family of the male have to do is go and look for it. So that's the traditional way. So they use the fair to make bilum. In some legendary stories, like the example, like this cassowary and the Papuan hornbill up there, they went into the river and they had a wash bath. And what the Kokomo did was, he came out first, so he stole the beak from the cassowary, the big beak. So he put it and he fly away. So the cassowary came out and was looking for his beak. He saw that the Papuan hornbill got his beak. So he got mad and he wore the Papuan hornbill's beak, so it's small. Small beak with big body. But the Papuan hornbill is small body with big beak. So what the cassowary told the Papuan hornbill is, you must not come down and walk on the ground. If I see you on the ground, you are a dead man. So that's a legendary story about those 2 birds. That's the entrance to our wildlife sanctuary. We got around 10 species of bird of paradise. Actually, the total number of bird of paradise in our country, in my country, is 36 from different areas of Papua New Guinea. I'm just whistling to make them feel brave, so they're gonna come out. They only suck the juice and the skin of it, and the hard part, they spit it out. But in the captivity, we feed them with white rice, boiled one, corned beef, oxen palm, big red chili, carrot, water curries, vegetables that grows on the creek, not cooked, raw one, we chop it, and popo, ripe banana, and stock feed, the chicken feed, the small one that small chicklet eats, and chicken's egg, we use the yolk and the shell, but the white part, no, only the shell and the yolk. We smash them all together, mix them up, put it on the bowl. You can see this one here, the small one here. Can you see it's got 2 small tails? That's called magnificent bird of paradise. This is our national bird, Papua New Guinea's national bird. You can find them on our aircraft, and on our flag, on our coin, on our money, notes and all this. It's a privilege that you actually see in the real one. But in the wild, you cannot see them. You can only hear them, and you can see the female only. So what the female does, goes around, see the place, and when there's no human being around, it calls the male, so the male comes out. So that's in the wild. And actually in the wild, the male select the female. So it goes around, displays its courtship, attract all the females, they come and gather around the trees, and then he select. When he select one, the rest fly away. They know that the male already select his partner already. So in here, we got around many male, around 11 fully colored one. And this one is a very, very highly priced in our traditional days, because they use it for our traditional bride price ceremony, and
It depends on the hunters. The person who hunted is more valuable in the community or in the village. So what they do is they only allow him, they pay him something to go and look for it. And in here, actually from these days on, from now on, they hunted for the traditional dancing. So you can see them around the headdresses and all this. And it started to extinct now. But we try our best to put them some around here. And we got a breeding center on the other side. We are just trying to make them, if we are successful, we might release some of them freely into the wild. This park and wildlife sanctuary was set up about 3 years ago. Most of these animals and birds here and the wildlife and the flora as well, which includes the National Orchid Garden, a private collection that I've acquired over many, many years. This park land was given to us by the Seventh-day Adventist Church to develop for the public. And the whole idea with this facility here is to educate Papua New Guineans on conservation and also on caring for our environment. I think is very important as well. It's free to come into the park, there's no entry fee, but if you want to go fishing or use the water slide or Ferris wheel, there's a small charge, but to see the animals and to learn about our indigenous native species to Papua New Guinea, it is free, and that's the whole idea, to learn a bit more about these rare and endangered animals that you would never see in the wild. They're just too shy, but here you're able to see them up close and personal. These crocodiles have been saved from the Moitaka Wildlife Crocodile Farm. They were set up nearly 30-40 years ago. We estimate the life of this particular crocodile is about 30 to 40 years old, close to the independence of our country. And the crocodile farm was set up basically for research in the early days when it was colonized by Australia. Since independence, the crocodile farm ran down dramatically, and we saved these two last 5-meter crocodiles and put them in a new home where they're safe and sound and they can live out the rest of their lives, and also the public can enjoy them and they can be in a safe environment. Papua New Guinea has crocodiles found throughout the coastal water areas of saltwater and freshwater throughout PNG. They are man-eaters, they will eat humans. A lot of Papua New Guineans have lost their lives from these crocodiles in unfortunate circumstances. But crocodiles play a very important role in the traditions and cultures of some of our people, especially from the Sepik region, the Sepik province of Papua New Guinea. They play a significant role. The young men from that particular province have their back actually scarred like the crocodile scales as a reach of manhood, which signifies that these young men turn into adults, into leaders. And from there, the crocodile also plays a major role in our customs and in our traditions. This one is named after our governor of the city, Pauus Pakop. And the one on the other side, because he's a bit whiter, is named after me, Justin. So we have Justin and Pauus here, who are here to live out their lives in a nice, peaceful environment. Farafo has been here and looking after these crocodiles for over 30 years. These are his children. These are his babies. He's seen them grow up from small crocodiles right to the size that they are now. Farafo has a very interesting background. He cannot speak or hear, but he has got a relationship with these crocodiles like no other human being can have. And they know him. When they hear him, they know it's time for feeding, and they know he's around, so they're going to look after each other. Farafo did have an incident where he was taken by one of the crocodiles, not these two, but one of the crocodiles about nearly 15 years ago, which was an unfortunate incident. He didn't think and was
cutting up pig for Christmas dinner, and had the smell on the pig on him, and when he was feeding the crocodiles, instead of taking the chicken, the crocodile took his arm thinking it might have been a pig, which he survived. He's got the scars to prove it, but it's a lesson learned by everybody. But with these crocodiles, they have been brought up in captivity for this so long that they're very lazy now, and they're very used to being hand-fed and looked after. And that personal relationship that human and crocodile had is absolutely amazing, and I'd say very unique. Eh bien, ce zoo est magnifique et le travail de préservation donc, est très important, notamment au niveau des oiseaux du paradis. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais justement nous donner plus d'infos sur cet oiseau qui est représenté d'ailleurs sur le drapeau du pays, hein. C'est bien cet oiseau que j'ai vu sur le drapeau. Oui, voilà, donc l'oiseau du pays, en fait, il est représenté sur le drapeau, et en fait, il représente, c'est un oiseau en fait, qui prend son envol, et c'est un petit peu l'histoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Peut-être tu as fait des recherches dessus. Oui, c'est en fait, je pense, tu me corriges si c'est pas ça, hein. Cet oiseau sur le drapeau rappelle justement l'étendard du temps de la domination australienne, mais le fait qu'il vole au-dessus des 5 étoiles de la constellation de la Croix du Sud, donc symbolise l'émergence du pays qui prend son envol parmi les nations de l'hémisphère sud. Mais je vois que tu as très bien travaillé. Un peu quand même, tu étais sur place. Moi, j'ai fait un peu une petite recherche d'ici. Donc voilà, Camille. Alors, dis-nous tout sur ce que tu sais sur cet oiseau. Donc, l'oiseau du paradis, aussi appelé paradisier, eh bien, cet oiseau est le plus fascinant et l'un des plus fascinants du monde. On l'a vu, magnifique. Il a une splendeur. Et par contre, si je te dis que c'est un descendant du corbeau, on n'y croit pas. Ah, mais je n'y crois pas carrément, mais ce qu'on a vu justement dans le sujet, ils sont intelligents, ils sont aussi intelligents que nos corbeaux d'ici. Donc, car nos corbeaux fabriquent des outils pour manger, par exemple, mais on les trouve où ces oiseaux-là? Alors, donc ils sont présents en Papouasie, mais pas seulement, hein, ils sont présents aussi dans les îles plus proches de la Papouasie. Et on les trouve aussi en Australie et aux Moluques, donc c'est un archipel indonésien. On compte en fait 43 espèces de ces oiseaux, dont 38 sont représentées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et pour 2 tiers de ces espèces, eh bien, il y a des différences d'apparence qui sont très importantes suivant les 2 sexes. Alors, je m'explique, le mâle, eh bien, il va avoir un plumage beaucoup plus somptueux que celui de la femelle. Et justement, quand tu dis faire le beau, c'est un caractère qui est très important parce que ça joue notamment dans la compétition amoureuse. Donc le plus beau sera choisi. Exactement, le plus beau sera choisi. Donc c'est une histoire de drague que je vais vous raconter là. La parade nuptiale, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très élaboré chez cet oiseau. Il va en fait fabriquer une espèce de petit cocon. Il va en fait aménager soit même le sol, soit une branche, son petit terrain de jeu, on va dire. Après, il va avoir tout un petit rituel. Il va avoir des poses, des attitudes. Il va même chanter. Donc, pour un oiseau, c'est pas exceptionnel. Il chante, il a des petits cris bien à lui que je ne vais pas m'amuser à imiter sur ce plateau. Mais ce qui est exceptionnel dans cet oiseau, c'est qu'il va danser pour attirer sa femelle. Donc, voilà un petit peu comment ça marche, la drague chez les oiseaux du paradis. D'accord, eh bien, on comprend mieux. Alors, dis-moi, il n'y a pas justement des oiseaux sur les 42 plus spécifiques que d'autres? Il doit bien y avoir une histoire de taille, peut-être? Oui, alors il y a des plus grands, plus petits. Alors le plus petit, c'est l'oiseau paradisier royal qui mesure 15 cm et 50 grammes. Après, il y a le plus grand qui fait 112 cm pour 277 grammes. Et enfin, le paradisier d'Entrecasteaux qui est celui-là le plus lourd, qui fait en fait 448 grammes pour 43 cm.
cm. Donc voilà, mais bon, tous ces oiseaux sont magnifiques, on l'a vu dans le sujet, ils ont tous des couleurs splendides. Je ne sais pas comment décrire cet oiseau, mais il est magnifique. Mais c'est bien justement cette beauté qui va bien faillir les conduire justement à leur perte, car les plumes sont très recherchées, donc je suppose que à la commercialisation, ça doit être vraiment cher. Voilà, comme marché noir et tout. On en a parlé lundi, c'était hier. On avait parlé qu'en 1900, il y avait un grand commerce de ces plumes justement vers l'Europe parce que c'est magnifique et ça servait pour habiller les costumes ou les chapeaux des Européennes. Et j'ai trouvé justement un chiffre sur ce commerce, environ 80 000 plumes partaient de la Papouasie vers l'Europe chaque année. Donc effectivement, à l'époque, voilà. C'est vraiment dommage. Alors aujourd'hui, l'espèce est protégée. Voilà, aujourd'hui, l'espèce est protégée. Donc en Papouasie, on l'utilise quand même toujours on l'a vu dans le sujet, pour les costumes traditionnels. Mais c'est protégé parce que... on le rappelle, la chasse aujourd'hui donc interdite. Et puis le sortir des plumes du territoire est aussi interdit. C'est pas une mesure pour contrarier les touristes, parce que c'est pour vraiment la protéger. Oui, c'est vraiment pour protéger cet oiseau qui est menacé, parce qu'en fait chaque parure qui va être vendue à un touriste, lors du festival par exemple, si on récupérait une parure de tête, un costume, eh bien chaque parure va devoir être remplacée, ce qui veut dire que l'oiseau va être encore chassé. Donc c'est strictement interdit de sortir ces plumes du territoire. Eh bien, merci Camille pour toutes ces infos. On se retrouve demain de nouveau. À savoir que nous sommes toujours dans la semaine Papouasie-Nouvelle-Guinée. Merci, à demain. Merci Elise, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. À savoir que, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes toujours donc dans la semaine spéciale Papou. Donc je vous retrouve demain pour la suite des reportages et des informations.